Bonsoir à tout le monde. On va débuter la formation de 1 heure sur notre programme de formation professionnelle par l'application Luna. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir le docteur Marina Colombani, qui est donc médecin de la reproduction à l'Institut de médecine de reproduction ici à Marseille. Et on va essayer donc de faire un petit aperçu des causes et de la relation entre l'endométriose et la fertilité, et quelles sont en pratico-pratique les idées à retenir, sachant qu'effectivement le sujet est un petit peu vaste et qu'il est difficile de tout traiter, mais essayer de donner des outils pour que lors de vos consultations, en tout cas de premier recours, déjà avoir la possibilité d'avoir le soutien un peu médical et scientifique pour peut-être un petit peu rassurer les patients. C'est souvent un gros motif d'inquiétude, et aussi les rassurer par le fait qu'il y a beaucoup de possibilités, à condition évidemment de faire le diagnostic, et c'est la première mission de notre projet. Donc aujourd'hui, les objectifs, c'est reconnaître et prendre en charge l'infertilité dans l'endométriose et orienter vers une prise en charge spécifique. Alors effectivement, vous savez, maintenant on est devenu organisme de formation, donc on essaie de suivre le programme de DPC qui a été décrété par les tutelles. Donc dans le contenu, il va y avoir dépister l'infertilité à l'endométriose et orienter vers les centres d'assistance à l'AMP en fonction du phénotype et du stade. Donc effectivement, en 1 heure, comme je l'ai dit, ça va être compliqué de faire le tour, mais déjà on va essayer de construire, et j'ai créé 3 petits cas cliniques par la suite pour essayer de lancer la discussion. Donc vous le savez, le principe de notre projet, c'est de reconnaître l'endométriose parmi la population générale. Pour ceux qui nous suivent de mois en mois, il faut savoir que l'application évolue également de mois en mois, et qu'également le projet évolue de façon très notable, notamment depuis le 8 avril où on est donc incubé au Paris Santé, au Paris Santé Campus, qui est donc à Paris et qui est un peu la mecque du numérique en santé. On a été sélectionné parmi 400 startups, donc il y a 20 startups, et on a vraiment maintenant une étape supplémentaire qui est franchie pour que ça devienne un vrai projet national. Donc notre mission première, c'est de reconnaître l'endométriose grâce au score qui a été créé, qui est le Luna-Endoscore, donc qui permet d'avoir un score soit faible, soit modéré, soit élevé, et qui permet à tout moment, pour toute patiente, de pouvoir être reconnue et détectée comme possiblement en endométriose, que la patiente soit fertile ou infertile, ça n'a pas de différence. À cela, qu'est-ce qu'on a rajouté aujourd'hui? C'est un concept donc qui est un essai, mais qui demande à être généralisé, et pour les praticiens que vous êtes, peut-être que ça vous intéresse, c'est-à-dire c'est un concept où la patiente est détectée par le test Luna-Endoscore sur l'application, et ensuite maintenant elle a la possibilité. Alors la géolocalisation aujourd'hui, elle est pas exploitée, puisqu'il y a un seul centre essai, il est à Marseille. On essaie de voir un petit peu ce qui marche pas, et comment on peut améliorer. Mais la patiente donc est vue aujourd'hui par une sage-femme qui a été formée sur l'endométriose, qui donc valide un petit peu le score, qui commence à préparer le dossier, qui a donc aussi des discussions avec la patiente sur l'éducation cycle menstruel en endométriose, et puis aussi reconnaître les besoins en termes de douleur, de fertilité et de prise en charge globale. Ensuite, il va y avoir une orientation assez rapide vers une échographie pelvienne endovaginale que nous avons sur le même étage. Donc la patiente peut avoir le jour même ou dans la semaine une première échographie réalisée par un médecin expert d'endométriose, donc avec un compte rendu, et ensuite la sage-femme revoit la patiente pour décréter un petit peu le phénotype et avoir permis à la patiente de réfléchir pour savoir connaître ses priorités. Et à ce moment-là, la patiente va rentrer dans un parcours de soins de 2e et 3e recours en fonction de la complexité et de la fertilité, de la douleur, de la nécessité de chirurgie ou pas, et évidemment d'INIRM. Donc ce concept, aujourd'hui, il fait écho, puisqu'il y a beaucoup de centres qui sont intéressés. On a des rendez-vous avec pas mal d'ARS aujourd'hui, pour vraiment décréter ce qui a été donc demandé par les tutelles, c'est-à-dire créer un premier niveau de recours. Donc c'est vraiment de proposer à toutes les patientes un test, d'avoir une consultation de premier niveau, et d'orienter en fonction de l'imagerie et du désir. C'est ce qu'on est en train d'effectuer. Donc le grand projet aujourd'hui qui nous prend beaucoup de temps, mais pour lequel on n'est pas loin d'aboutir, c'est que l'application soit reliée avec LunaCare, c'est-à-dire une plateforme qui sera donc accessible par tout professionnel de santé, qui est donc autorisé par la patiente,
patiente. Et là, il y aura la synthèse du dossier médical, des algorithmes d'aide à la décision, de la téléexpertise et surtout, dans un premier temps, la possibilité de rassembler tous les examens de la patiente au même endroit pour éviter des redites, des pertes d'examen et surtout de la bonne exploitation des examens pour que la patiente puisse bénéficier d'un suivi. Et vous allez voir que dans la fertilité, on va dire que les examens, c'est pas ce qui manque. Et souvent, en fait, le fait rien que de trier les examens, de les chercher, de les retrouver et d'avoir des examens interprétables, ça monopolise beaucoup de temps pour le professionnel de santé, ce qui nuit gravement au temps médical. Aujourd'hui, et depuis le début, on va dire pas aujourd'hui, et bien avant nous presque, puisque 2001, l'Endo-France a été créée, donc la plus grande association de patientes sur l'endométriose. Et aujourd'hui, Yasmine Cano, qui est sa présidente, continue et œuvre dans ce sens, donc plus de 20 ans d'existence, pour une association qui aujourd'hui nous soutient et avec qui on peut réaliser pas mal de projets et de tests pour connaître aujourd'hui quels sont les besoins des patientes prioritaires, parce que vous savez, même si le dossier Luna et l'ambition est très importante, il faut savoir aussi le faire avancer peu à peu. Parce que c'est complexe et le digital, c'est très complexe comme beaucoup de choses. C'est certifié par les autorités de santé. Donc, à chaque fois qu'on met un pas devant l'autre, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent qui est investi. Donc, il faut aussi savoir si ça vaut la peine ou pas. Donc, un rappel rapide sur les symptômes que vous connaissez et que vous retrouvez sur le site et dans tous les cours qu'on a pu donner. Les symptômes donc, de douleur essentiellement, qui sont pour les 5 premiers très faciles. Et les autres, comme la douleur à l'épaule, les pneumothorax, les toux cycliques, les gonflements, les signes parallèles, sont moins connus, mais qui peuvent décrire aussi le problème de qualité de vie des patientes. Et on va dire, notre sujet aujourd'hui, c'est l'infertilité. L'infertilité, c'est à peu près 30 à 40% des patientes qui ont de l'endométriose au minimum. Et inversement également, c'est 30% des patientes qui vont venir consulter pour l'infertilité et chez lesquelles il faut absolument chercher une endométriose. Donc, explorer une endométriose, on l'a déjà vu, mais donc c'est un peu le suivi, le centre de dépistage. C'est l'interrogatoire, c'est des interrogatoires spécifiques, alors de temps en temps revenir un peu sur l'interrogatoire. C'est l'examen clinique, c'est l'imagerie. Et à partir de là, on va décréter, suivant des algorithmes et des discussions. Et c'est l'intérêt aussi des centres de dépistage ou des centres de soins, on va dire, d'avoir tous les niveaux dans l'équipe médicale pour en faire des staffs et discuter et apprendre autour des cas cliniques. Alors, les causes de l'infertilité liées à l'endométriose, il y en a plusieurs finalement, parce que la première, c'est la patiente a tellement mal qu'elle ne peut pas avoir de rapport. Et ça, c'est des patients qu'on retrouve assez souvent et elle ne s'est pas forcément annoncée directement. Il faut des fois poser la question plusieurs fois. Une patiente qui dit qu'elle n'a pas mal pendant les rapports, vous l'examinez, elle souffre atrocement, et ensuite vous dites, je ne comprends pas, vous m'avez dit que vous n'avez pas de douleur pendant les rapports, et elle vous dit tout simplement, mais ça fait 1 an que j'ai plus de rapport. Donc ça, c'est quand même du vécu de consultation, et c'est assez classique. Ensuite, la fertilité, vous connaissez aussi bien que moi en termes de spontané. Il peut y avoir des adhérences, des obstructions tubaires qui sont dues à des endométrioses, qu'elles soient superficielles ou profondes. Il y a beaucoup d'inflammation dans l'endométriose, beaucoup de facteurs angiogéniques, donc le développement des vaisseaux, les prostaglandines, les métalloprotéinases, les cytokines. Ça donne des douleurs, des troubles de l'interaction avec le sperme et les ovocytes. Ça donne des troubles de migration du spermatozoïde dans les trompes, ça donne des troubles également d'implantation, et ce facteur inflammatoire qui est extrêmement difficile à percevoir est par contre très important, puisqu'il n'est pas rare de voir des patientes qui tombent enceintes spontanément après un long traitement médical ou après une intervention chirurgicale. Souvent, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait d'avoir diminué fortement le facteur inflammatoire. Le contexte ovarien, il est majeur, puisque l'endométriose est une épreuve d'effort pour les ovaires, mais l'âge est surtout une épreuve d'effort pour la réserve ovarienne. Vous savez que les femmes naissent avec un nombre de follicules et d'ovocytes déterminés, qui se désagrègent un petit peu à partir de la puberté. Et ensuite, Marina Colombani nous en parlera un petit peu plus. Il y a des chiffres peut-être qu'il faut retenir. C'est l'âge de 35 ans, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on a des endométriomes, en plus de l'âge, en fait, nos attitudes vont varier, surtout en fonction de l'âge. Il faut retenir qu'avant 30 ans, quel que soit le type d'endométriose, sauf si vraiment on a une réserve ovarienne qui est catastrophique, mais c'est rarement le cas, les patientes arrivent toujours à tomber enceintes, spontanément, PMA, chirurgie, pas chirurgie.
dans toutes les études, on a beau se disputer entre chirurgiens et médecins de la reproduction, c'est l'âge qui va déterminer et on verra ça dans les cas cliniques. Ensuite, il y a les problèmes de l'altération de l'implantation. On a beau faire un embryon, qu'il soit naturel ou en FIV, le problème, c'est quelle est la qualité de l'endomètre, la relation avec l'endométriose. Et l'énorme question qui est un pavé monumental pour lequel il faudrait plusieurs congrès, c'est l'adénomiose, cette cousine de l'endométriose qui, en fait, provoque jusqu'à 68% de réduction de la fertilité quand elle est présente et qu'il faut absolument rechercher. Alors, pour ma part, je vais essayer de traiter les phénotypes et le traitement chirurgical. Il faut savoir que lorsqu'une patiente, vous voyez, vous avez des études qui ont été publiées là-dessus, les patientes qui ont des endométrioses sévères, elles ont juste à peu près 10% de chances de concevoir spontanément. C'est vraiment pas beaucoup. Entre modéré et c'est de 10 à 30%, et les infertilités inexpliquées, c'est 30%. Donc, vous voyez, l'importance de l'endométriose est très importante, surtout quand elle est profonde et associée. Le traitement chirurgical, on l'a déjà vu, mais un petit rappel sur le fait qu'il y a plus la place dans le diagnostic, sauf exception, qu'il faut faire de la célioscopie, qu'il faut avoir un avis multidisciplinaire avant d'opérer les patientes, que le but, c'est d'améliorer la qualité de vie. C'est compliqué de ne pas opérer une patiente qui n'a pas de dégradation de la qualité de vie. C'est un dogme, mais c'est vrai que de temps en temps, on le remet en cause parce que la patiente est mal ou pas. Quand on a une endométriose importante avec, vous allez voir quelques déterminismes à voir, là, ça améliore nettement le taux de grossesse spontanée. S'il y a une chance de grossesse spontanée, il est évident que s'il y a un problème de spermatozoïdes, d'ovaires ou de trompe, c'est compliqué. Mais ça, on va voir dans le bilan. Il y a ces complications et ces séquelles qui sont spécifiques. Et en général, aujourd'hui, de plus en plus, il faut l'effectuer dans un centre de chirurgie dédié. En PACA, comme après la Nouvelle-Aquitaine, au mois de mai, va voir apparaître des centres dédiés à la chirurgie complète. Je le reviens sur les filières de soins. Donc, j'ai expliqué un petit peu ces premiers niveaux de recours, deuxième niveau de recours, troisième niveau de recours. Et c'est ce que je disais, les centres de troisième niveau de recours vont être déterminés. Dans ces centres-là, il faut des chirurgiens experts, des radiologues experts. Il faut une prise en charge de la douleur également. Et il faut aussi un centre de PMA sur place ou associé à ce niveau de recours, puisque les décisions peuvent être PMA première, chirurgie première, PMA après, chirurgie après chèque de PMA. Donc, toutes ces solutions sont possibles. La question, c'est que ces patients doivent être bien staffés en fonction de ce qu'on est capable de donner. On apprend beaucoup, bien sûr, pour les patientes dans les réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc, ça, c'est très important. Tous les professionnels de santé se réunissent une fois par mois, une fois par semaine, ça dépend des niveaux, pour discuter des cas des patientes. Et je crois que c'est dans ces RCP, si vous voulez participer aux soins autour de l'endométriose, je pense qu'il est important que vous puissiez participer à une RCP dans vos établissements, dans vos régions. Vous allez voir petit à petit, ça va s'organiser parce que qu'elle soit en physique ou en virtuel, hein, c'est ce qu'on va développer avec LunaCare, c'est de pouvoir discuter, de voir un peu les patientes, comment on interagit avec les résultats entre nous et vous, ce que vous avez à dire sur la détection et également ce que veulent les patientes, parce que ce que nous on propose, c'est pas forcément la volonté des patientes, et je crois que ça, il faut y être très attentif parce que la réussite vient avant tout avec une patiente qui collabore pleinement au protocole. Cet algorithme, il est un peu ancien, de 2010, mais il est tout à fait pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un work-up, c'est-à-dire un bilan d'infertilité, il faut voir trois choses. Un, c'est la réserve ovarienne, donc on va en parler, c'est la MH contre des follicules en trop, pour voir comment se passent les ovaires, c'est la première chose à voir. Ensuite, c'est l'analyse du sperme, parce que évidemment, il n'y a pas que les femmes qui peuvent avoir une infertilité, il peut y avoir des infertilités mixtes, et c'est très important. Si on ne peut pas opérer une patiente d'une endométriose très importante du rectum pour une infertilité si on n'a pas demandé un spermogramme, parce que ça peut remettre complètement les choses en relation et en difficulté. Et ensuite, les trompes. Les trompes, c'est très important aussi parce que dans la grossesse spontanée, on a besoin des trompes. Alors, on réalise une hystérographie. Et en fonction de ça, ce schéma est assez simple, mais finalement, on va voir quel est le plus important. Si on a une réserve ovarienne qui est extrêmement basse, on sait très bien que la chirurgie peut être vraiment très délétère dans ces cas-là. La PMA peut y arriver, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais en tout cas, voilà. Ça peut être aussi une femme qui a des endométriomes isolés, qui est très jeune, qui a une basse réserve ovarienne. On va parler aussi de préservation ovarienne, on va en discuter tout à l'heure. Et le spermogramme, il a sa place.
Mais également, les trompes, la chirurgie tubaire, ça marche plutôt bien. Mais aussi, il y a des fois où il faut enlever les trompes parce qu'il y a des hydrosalpinx. Donc, au premier recours, effectivement, si une patiente vous demande votre attitude par rapport à la fertilité, avant tout, il faut faire un bilan de réserve ovarienne, un spermogramme si les patientes sont en couple. Si elles ne sont pas en couple, ben, c'est différent, mais on demande quand même une réserve ovarienne. Et ensuite, une hystérographie. Et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer. Alors, j'essaie de séparer cas par cas parce que c'est un peu compliqué. L'endométriose superficielle. Comme vous le savez, l'endométriose superficielle, ce sont des implants posés sur le péritoine. La symptomatologie est très variable. L'examen clinique également, il est douloureux, mais on ne sent rien de particulier. Et les l'écho-IRM peuvent très bien passer à côté parce qu'on ne voit pas bien. Par contre, quel est le potentiel d'infertilité? Il est relativement faible, mais en fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on opère les patients, qu'on découvre une endométriose superficielle, on peut augmenter le taux de grossesse spontanée parce qu'on diminue l'inflammation et que des fois, on découvre également des adhérences en relation à ces petites endométrioses. Donc là aussi, c'est à discuter au cas par cas. Dans l'endométriose profonde, on l'a vu, dans les stades 4, il y a 10% de grossesse spontanée. Donc là, ça veut dire que si la patiente n'a pas conçu dans les 6 mois ou 1 an, ou qu'elle vient avec 5 ans d'infertilité, ben, il va falloir un petit peu discuter parce que là, il va falloir proposer peut-être quelque chose de plus. Donc là, vous le savez aussi, en plus de la symptomatologie clinique, on va avoir des symptomatologies d'organes digestives, vésicales, des problèmes de douleur lombaire. On va avoir l'examen clinique en général, la perception de nodules, que ce soit dans la vessie, comme vous voyez sur cette chirurgie, vous voyez un peu des sondes urinaires, WJ, etc. À l'écho-IRM, ça va marquer, on va voir, le radiologue va vraiment les voir, alors que la sonométrie superficielle, c'est un peu plus compliqué. Et quand elle est antérieure, donc c'est ce cas-là, l'infertilité, vous voyez cette IRM où on voit donc un gros nodule entre la vessie et le rectum, le degré d'infertilité pour ces patientes-là est quand même faible. C'est-à-dire que ces patientes-là, elles peuvent tout à fait tomber enceintes spontanément, on s'éloigne un peu des 10%, mais par contre, c'est un peu craint par les médecins de la reproduction parce que quand on fait de la stimulation sur ces nodules de vessie, par exemple, ben ça peut un peu, ça augmente de façon très forte, alors que dans le rectum, non. C'est assez particulier. Donc à la fois, le potentiel de nodules de la vessie, urtère, etc., sur la fertilité est faible parce que ça ne concerne pas trop la fertilité, mais autant la PMA peut être compliquée. Donc ça peut être des patientes qu'on opère avant de faire une FIV ou après fait une FIV parce que les patientes ont eu trop mal. Je reviens en arrière. L'endométriose postérieure. Alors, l'endométriose postérieure, oui, je répéterai pour le bilan tout à l'heure, on en reparlera dans la discussion, ne vous inquiétez pas. L'endométriose postérieure, donc ce sont ces nodules, soit du vagin, soit du col de l'utérus, soit du nodule entre le rectum et le vagin ou l'utérus. Ce sont des gros nodules, vous les avez là en place. Quand ils sont isolés, finalement, les trompes et les ovaires, c'est très bien schématisé dans le schéma en bas à gauche, peuvent être libres. Et il y a des patientes qui tombent enceintes spontanément. Tout dépend de la douleur provoquée par le nodule rectovaginal. Il y a des patientes qui sont intouchables parce qu'elles ont trop mal. Et paradoxalement, vous pouvez avoir des nodules rectovaginaux complètement indolores ou très très peu douloureux car ils sont hauts. Et ce sont des patientes également pour lesquelles on va réfléchir. Le problème de la PMA, je devance un peu le sujet, mais c'est un problème aussi chirurgical, c'est que quand on fait une stimulation sur ce type de nodule, alors toujours regardez le schéma en bas à gauche, quand on va faire la ponction d'ovocytes, il va falloir traverser le nodule. Et ça nous pose des gros problèmes. Il y a des problèmes d'infection parce qu'on peut attraper un petit peu le rectum quand on fait la ponction. Le nodule peut être douloureux à la stimulation. Et quand les patientes sont en échec de FIV, et qu'on fait plusieurs ponctions à travers ce nodule, eh bien, chirurgicalement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là aussi, quand on s'adresse à une patiente, que ce soit PMA ou chirurgie, en fait, il faut aussi savoir quel est le degré de les séquelles qu'on peut avoir après nos procédures. Il y a des séquelles de chirurgie, mais on parle un peu moins des séquelles également de PMA. Et on a eu des cas, malheureusement, où le patient a fait des pelvipéritonites après ponction d'ovocytes. Et à ce moment-là, il fallait l'opérer. Et là, les complications sont quand même beaucoup plus importantes. Donc là aussi, je ne reviens pas sur toute la symptomatologie. Et l'endométriose profonde postérieure, donc tout ce qui est rectovaginal, rectum, sigmoïde, il y a un potentiel fort à cause des inflammations, des adhérences, des dyspareunies et surtout que malheureusement, en fait, c'est la vie rêvée quand on voit ce type de schéma, mais souvent cette endométriose est liée à d'autres endométrioses, notamment ovariennes. On a des endométrioses qui sont des nerfs sacrés. Le potentiel, il est fort parce que souvent, les nerfs sacrés, c'est très, très, très douloureux. Et ensuite, c'est très souvent lié à des endométrioses profondes rectovaginales. Et là, en fait, il y a des difficultés à avoir des rapports, une grosse inflammation. Et c'est vrai que dans ces cas-là,
la stimulation ovarienne n'est pas forcément bienvenue et les ponctions peuvent être assez compliquées. Mais là aussi, on va encore s'adapter au taux de réserve ovarienne et à l'urgence de la PMA, parce qu'avec l'âge, on perd donc de la réserve ovarienne, et s'il y a atteinte des ovaires, encore plus. Que dire de l'endométriose profonde du diaphragme? Franchement, peu de problèmes avec la fertilité, puisque quand on a des endométrioses au niveau du diaphragme, même, vous le voyez, qui sont assez évoluées, donc on le voit sur ce petit film, hein. Donc là, avec la pince de droite, on écarte le foie, on a un énorme nodule qu'on va ouvrir, et donc on va enlever ça, on voit le poumon en arrière, c'est un petit peu impressionnant, mais finalement, par rapport à la fertilité, ça ne pose pas de problème. Sauf que si on fait une stimulation chez ce type de patient, il peut y avoir une rupture et un gros pneumothorax. Vous voyez le trou qu'on fait en chirurgie, ben, on peut avoir quasiment le même sur une stimulation, parce qu'on peut avoir des doses de FSH qui sont assez importantes, qui vont stimuler et donc créer des soucis. Donc là aussi, ça se réfléchit. On garde les deux meilleurs pour la fin, les deux qui nous posent le plus de problèmes et qui sont source de discussions, de disputes, de débats, de combats dans les congrès, etc., c'est l'endométriose ovarienne. Ça, c'est le problème. Et là, aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on voit un endométriome sur le contexte potentiel de fertilité et de gestion de la maladie. Il faut bien, en tout cas en premier recours, faire un bon bilan et avoir une bonne écho, parce que déjà, on voit très très bien. Ça permet également de faire aussi des follicules en trop, de percevoir si l'endométriome est lié ou pas à une endométriose. Et ça permet aussi de voir toute la cavité pelvienne. Donc il y a beaucoup de recommandations d'un point de vue chirurgical. L'endométriose, il faut être très prudent. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les patients peuvent tomber enceintes, y compris avec de très gros endométriomes. Ça n'empêche pas l'ovulation, ça n'empêche pas la captation de l'ovocyte par les trous. Donc, il y a une étude italienne qui a surveillé les patients pendant 6 mois à des gros endométriomes. Il y en a quand même 40% qui sont tombés enceintes pendant la durée de l'étude, y compris par des ovulations de l'utérus de l'endométrium qui était malade. Ensuite, le traitement hormonal, il y a pas mal d'études qui montrent que ça marche bien, notamment le Dinogest, et des études qui montrent qu'il y a une réduction, pas tout le temps, ça dépend de la sensibilité des endométriomes. Et ensuite, à viser pour diminuer le maximum l'impact de la chirurgie, ben, il y a plein de choses qu'on peut évoquer. Soit on vide l'endométrium et puis on stimule après, soit on fait de l'alcoolisation, c'est-à-dire la sclérothérapie. Chirurgicalement, on peut détruire la coque du kyste en la laissant en place. Ça permet de réduire des endométriomes des fois qui mesurent 4, 5, 10 cm de diamètre. Et l'ovariectomie, je l'ai mis, mais c'est un traitement, en tout cas dans les centres de PMA et d'experts, qu'on ne fait pas. Donc, quand est-ce qu'on va traiter un endométrium en vue de la fertilité? C'est souvent si l'endométrium est lié avec une endométriose profonde, la patiente ne peut pas avoir de rapport, elle a un nodule recto-vaginal associé à un endométrium. Effectivement, là, pas de façon indirecte, on va aller le traiter. On peut aussi traiter les endométriomes isolés si la réserve ovarienne est bonne et qu'il y a un défaut donc, de fertilité pendant 6 mois à 1 an. Et tout ça, c'est vraiment à la carte. Ça va dépendre de l'âge de la patiente, c'est primordial. Bien sûr, de son désir de grossesse, mais s'il n'y a pas de désir de grossesse, il faut savoir aussi pouvoir proposer une préservation ovocytaire, parce qu'on sait que les endométriomes peuvent, s'ils sont opérés, ils peuvent récidiver. S'ils sont là, ils peuvent rester. Et quand il est unilatéral, il peut devenir bilatéral. Ça, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours faire une réserve ovarienne préthérapeutique. Il y a des indications de FIV en laissant le kyste en place. Il y a beaucoup de centres, y compris le nôtre. Ça nous arrive de faire des stimulations et des ponctions dans cette situation-là. Marina va nous en parler, mais c'est un petit peu plus délicat. Il y a des risques d'infection et ça va dépendre de la taille du kyste. Donc, pour résumer par rapport à l'endométriose externe, la discussion entre fécondation in vitro d'emblée et chirurgie, puis FIV, c'est très complexe. Il y a beaucoup de sociétés savantes qui s'y pensent. Il y a des études, mais il y a des biais qui sont monstrueux, en fait. Et il n'y a pas de ce qu'on appelle d'essais prospectifs en double aveugle qui nous indiquent qu'on fait ça ou ça dans telle situation. On a des guides. Le premier guide, en fait, le premier qui doit nous amener, c'est premièrement ne pas nuire, d'accord? Et ça, parce qu'on peut faire beaucoup de choses pour la fertilité, mais la séquelle de la chirurgie ou de toutes les procédures d'expectative peuvent aussi nuire à la fertilité. Donc, globalement, quand il y a une endométriose minime à modérée, le fait d'opérer avant, si le bilan biologique et le bilan de réserve ovarienne, c'est plutôt pas mal. Ça a été reconnu dans la science. On peut opérer et on permet d'améliorer la grossesse spontanée. L'endométriose ovarienne, donc, quand il est isolé, on va dire plutôt non d'emblée, mais ça se
calcul, tout simplement, de savoir si c'est lié à une endométriose profonde ou pas, et si en fait la ponction et la faisabilité de la PMA est réalisable. Ensuite, il y a un énorme pavé qui est l'adénomiose, on en a parlé tout à l'heure. L'adénomiose, ben, vous voyez, quand vous voyez ces coupes d'hystérectomie, vous voyez que ça peut être très important, pas forcément chez les patients d'après 40 ans, très souvent après 40 ans. Malheureusement, après 40 ans, on a à la fois la démission de la réserve ovarienne, l'adénomiose, et ça c'est deux cofacteurs qui s'additionnent pas, mais qui se multiplient en fait dans l'infertilité. Les traitements, on en a discuté, et aujourd'hui, il faut savoir que l'adénomiose réduit fortement les chances de fertilité, que ce soit en spontané ou en PMA. Il y a des protocoles qui se développent, la technologie de la PMA avance, et c'est pour ça que les chirurgiens doivent connaître ce que font les médecins de la reproduction et inversement. Moi, c'est un petit peu ma chance, puisque même si je ne fais pas de PMA, j'ai passé le DU de PMA et ça m'a beaucoup apporté, de façon à ce qu'on puisse expliquer à des patients de temps en temps dans le discours qu'on peut faire une stimulation ovarienne, faire des embryons, les congeler, faire un traitement médical lourd pour réduire l'adénomiose, par exemple, et transférer les embryons après. Donc là, j'arrête là par rapport aux discussions qu'on peut avoir, parce que ça peut devenir complexe, et Marina va sans doute en discuter. Mais quand on fait une consultation de premier niveau et chirurgicale, toutes ces notions sont à connaître. Il y a beaucoup de protocoles qui existent aujourd'hui, et ce n'est pas une entrée unique, soit chirurgie, soit PMA, ça peut être associé, parce qu'au final, quand on associe bien les deux, on peut obtenir de bien meilleurs résultats, puisqu'en général, on estime que 40% des femmes qui ont une endométriose importante seront enceintes dans leur vie en PMA ou après chirurgie, et on estime qu'on peut monter à 60 ou 70% si on arrive à accumuler et à traiter intelligemment les patients. Donc la problématique, ce sont les associations. Hein, est-ce que c'est isolé, les endométrioses? Est-ce que les quatre peuvent être en même temps? Donc vous voyez qu'en fonction de ça, ça va être vraiment déterminant. Et on va dire que si on devait retenir un déterminant le plus important, c'est, je pense, l'endométrium. C'est lui qui va, in fine, avoir un petit peu nous guider. Donc, je vais peut-être passer sur les cas cliniques. On aurait dû les mettre à la fin, mais on en parlera après. D'accord? De toute façon, il n'y a pas les réponses. Et je laisse la parole pour la PMA au docteur Marina Colombani. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation à vous parler un petit peu d'infertilité, de PMA, d'endométriose. Alors, il y aura pas de grandes découvertes dans cette présentation. C'est simplement pour vous dire à quel point parfois on est embêté parce qu'on a des patientes qui ont un désir de grossesse. Le désir, il est souvent latent, très fort. Elles sont en attente depuis longtemps. Et puis, c'est des patientes qui, du coup, tolèrent encore moins bien cette douleur et cette endométriose. Et nous, en fait, on arrive un peu au milieu de tout ça, avec en plus par-dessus l'infertilité qu'il va falloir gérer. Donc, l'endométriose, ça concerne entre 2 à 4 millions de femmes quand même dans le monde. C'est beaucoup. On a entre 15 à 20% d'infertilité associée et 30% de ces patientes sont très algiques. Il y a avec une dégradation de la qualité de vie, évidemment. Alors après, il faut essayer, quand on a ces patientes, nous, en consultation, et pas que dans la fertilité, parce que nous, elles viennent nous voir aussi juste pour des douleurs au départ, et c'est parce qu'on parle de cette douleur et de potentiellement de l'endométriose qu'on va se retrouver à parler de fertilité. Il faut très rapidement essayer de repérer ces cas d'infertilité et du coup, on se retrouve parfois à les questionner sur leur désir d'enfant alors qu'en fait, elles venaient juste au départ pour avoir une explication sur leur douleur. Il y a un retard diagnostique de 7 ans, ça c'est la moyenne, je pense qu'on tend à l'améliorer de plus en plus, alors par tout ce qui a été dit avant, hein, toutes ces applications et tout ce qui existe aujourd'hui, toute cette information qui est mise en place par les associations pour essayer de passer, on aimerait bien passer de 7 ans à 7 mois. Il y a un coût de cette endométriose, hein, puisque c'est l'absentéisme professionnel, c'est tout ce que ça représente au niveau thérapeutique. C'est un couple sur 10 qui consulte en infertilité. Maintenant, c'est 1 sur 8. 1 sur 10, c'est ce qu'on disait au début dans les DU. Maintenant, c'est 1 sur 8 et c'est 1 sur 6 qui va avoir recours à l'AMP. Dans le recours à l'AMP, il y a la FIV, qui est le traitement le plus complexe, mais il y a aussi la stimulation, il y a l'étude de cycle, il y a tout ce qui est TPC. On considère que 30% environ des patientes avec endométriose vont avoir recours à l'AMP. Et ce recours à l'AMP, il va aller d'autant plus vite que la patiente est très algique parce qu'on l'a dit tout à l'heure, souvent elles n'ont plus de rapport. Et donc, comme elles n'ont plus de rapport, elles n'ont pas de grossesse. Et donc, elles arrivent avec une envie de gérer la douleur et une envie aussi de gérer leurs problèmes de fertilité. Il y a quand même des endométrioses sans conséquences pathologiques. Il y a des patientes qui ont pas mal, il y a des patientes qui ont des rapports. L'importance de l'interrogatoire, Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que des fois, elles arrivent en disant non, tout va bien, moi j'ai pas mal. Je crois que j'en ai un peu de l'endométriose, mais bon, bof, pas trop. En fait, si, quand on les examine et quand on les interroge vraiment, et quand on commence à faire des échographies endovaginales, on se rend compte qu'elles ont quand même beaucoup de douleurs. La fertilité est quand même conservée chez une majorité de ces patientes-là. Il faut
compter un délai nécessaire à concevoir de moins d'1 an pour parler d'une fertilité conservée. Au-delà d'1 an, en fonction de l'âge évidemment, on estime qu'on peut parler de problèmes de fertilité. En tout cas, le message à donner, je crois, à ces patientes-là quand elles arrivent avec leur endométriose, c'est surtout de leur dire que c'est pas foutu, qu'il y a des possibilités de grossesse spontanée et qu'il y a aussi la possibilité d'une prise en charge. Donc évidemment, le traitement hormonal, il est barré sur cette diapo. En fait, on l'utilise un petit peu quand même dans les préparations d'aide médicale à la procréation, je vous en parlerai tout à l'heure. La place de la chirurgie a été abordée et donc moi, je vais plutôt vous parler, au-delà de la conception spontanée, finalement, de ce qu'on peut proposer en aide médicale à la procréation. Il y a une grande variabilité interindividuelle, intra-individuelle. C'est très important de le rappeler aux patientes. Elles ne ressemblent pas à la voisine, pas à celles qu'elles ont revues sur Internet. L'âge féminin, c'est vrai que c'est très important. C'est au cœur de toutes les discussions. C'est 35 ans, au-dessus, en dessous. C'est pareil, on parle de qualité ovocitaire. Alors, on n'est pas tout égal face à la qualité ovocitaire, à la génétique qu'on aura reçue. Mais c'est vrai qu'au-delà de 35 ans, il va falloir commencer à accélérer un peu la prise en charge, surtout quand il y a un désir de grossesse. Et s'il n'y en a pas, il va falloir accélérer un peu l'information sur la préservation ovocitaire. C'est plus facile depuis septembre 2021 de parler de préservation, parce qu'aujourd'hui, la préservation ovocitaire, elle n'est plus que médicale, elle est aussi à titre de convenance personnelle, mais c'est vrai qu'il faut quand même encore insister sur attention, vous allez perdre en capacité ovocitaire, l'endométriose va aussi risquer d'accélérer. Évidemment, il faut utiliser les facteurs masculins, sauf quand on est dans le cadre de patientes, de femmes seules, en fait, qui viennent nous voir simplement pour avoir un tiers donneur. Il faut évidemment reconnaître les facteurs féminins associés parce qu'on n'a pas que de l'endométriose. On peut parfois avoir, hélas, d'autres soucis, des insuffisances ovariennes prématurées d'ordre familial, des antécédents infectieux ou inflammatoires qui vont aussi altérer les trompes au-delà de l'endométriose. Il y a toute cette grosse question des douleurs pelvipérinéales chroniques. Aujourd'hui, elles ne sont pas toutes liées à l'endométriose, mais c'est souvent la porte d'entrée dans la consultation. J'ai mal et je veux un enfant. Donc, il faut essayer de repérer parmi toutes ces douleurs et où est-ce qu'est l'endométriose, parce que c'est celle-là qui va nous faire accélérer le dépistage, qui va nous faire accélérer le traitement. Et c'est celle-là qui va conduire à dire à des patientes, bah, vous avez peut-être de l'endométriose, en tout cas vous avez mal, et on va aussi vous parler de votre réserve ovarienne, parce que même s'il n'y a pas de désir d'enfant aujourd'hui, il y a de la place pour la préservation et il faut que vous en soyez informés. On ne peut pas décider de faire ou de ne pas faire quelque chose si on n'en est pas informé. Donc c'est important, nous, en consultation, de leur donner un peu tous les chapitres qu'elles vont avoir à regarder pour prendre la meilleure décision. L'aide médicale à la procréation, et je l'ai noté, c'est en l'absence de grossesse spontanée pendant 1 an. C'est difficile d'attendre 1 an pour avoir une grossesse spontanée. Les patientes, quand elles arrivent, ça fait déjà plusieurs mois qu'elles y pensent. Et même si ça ne fait pas 1 an vraiment qu'elles essayent, on a du mal à les faire attendre. Il y a des moyens en fait de continuer à explorer sans forcément rentrer dans l'AMP agressive. Le désir de grossesse, il est de toute façon très intimement lié à l'AMP parce que même si en consultation, vous leur dites que ça va bien se passer, qu'elles ont des chances de grossesse et qu'il ne faut pas s'inquiéter, en fait, elles sont déjà inquiètes quand elles arrivent. Donc, dépister, l'examen clinique et l'interrogatoire, c'est indispensable, c'est repérer ces dyspareunies. Et c'est l'échographie en première intention qui va nous permettre de diagnostiquer l'endométriose et qui, pour nous, a un rôle très important qui est l'évaluation de la réserve ovarienne. Sur la qualité ovocitaire, on n'a que l'âge aujourd'hui pour dire à une patiente si elle a une bonne ou une mauvaise qualité. Alors, c'est sûr que celle qui a 20 ans, on va être un petit peu plus rassurant. Celle qui a 30 ans, on va commencer à lui dire qu'il y a un feu orange qui s'allume. Au-delà de 35, sans forcément l'affoler, on va lui dire que là, il faut vraiment activer tout ce qu'on peut dans la prise en charge pour elle. Il va falloir poser rapidement une indication de traité. Alors, celles qui ont un désir de grossesse en tant que femme seule, couple de femmes, ben, on est dans le tiers donneur, donc évidemment, les facteurs masculins n'ont pas leur place. Et si elles sont en couple, il va falloir gérer toute cette partie masculine et demander à un partenaire de faire un spermogramme, alors que finalement, on a une patiente qui venait juste au départ parce qu'elle avait mal au ventre pendant ses rapports. Quelques recommandations, je ne les ai évidemment pas toutes listées parce qu'il y en a beaucoup. J'ai simplement repris celles qui étaient intéressantes, en tout cas en pratique. Alors, l'insémination dans l'endométriose, évidemment, ça requiert des trompes perméables. Aujourd'hui, on peut utiliser soit la stimulation simple, soit l'insémination, selon les facteurs masculins. Et aujourd'hui, elle est quand même recommandée lorsque vous trouvez une patiente qui a de l'endométriose. Donc, il ne faut pas hésiter à lui parler de cette technique qui n'est pas très compliquée dans la mise en place et qui quand même apporte de très bons résultats. Et c'est souvent vers ça qu'on va quand les patientes ont du mal à attendre ces fameux 12 mois en leur disant « mais si, ça va aller », bien souvent, on arrive à faire des inséminations parfois un peu plus vite. Évidemment, pas d'insémination si les trompes sont bouchées ou si les facteurs masculins sont importants avec une dégradation spermatique trop importante. Donc là, on revient un peu sur ce qui a été abordé, sur l'endométriose, les endométriomes, et qu'est-ce qu'on fait quand on a une endométriose profonde avec une patiente qui veut avoir accès à un traitement de fertilité. C'est un peu cet arbre décisionnel qui est impossible à faire parce que cet arbre décisionnel, c'est pas le même pour toutes les patientes. Alors, il y a des grandes lignes, évidemment, mais quand on parle de fécondation in vitro et d'endométriose,
Aujourd'hui, il n'y a pas une technique pour celle de 34, celle de 35, celle de 38 ans. On va en fait lister tous les facteurs de la fertilité, essayer de prendre la meilleure décision, en tout cas celle qui va aller le plus rapidement possible à la grossesse qui est souhaitée par le couple. Alors, pas de traitement hormonal après chirurgie de l'endométriose pour augmenter les taux de naissance. C'est les recommandations. Nous, on n'utilise pas tellement le traitement hormonal parce que de toute façon, on va les stimuler. Il nous arrive quand même parfois de les bloquer avec du Dinogest souvent et de démarrer en fait les traitements avec un blocage par Dinogest pendant 2 voire 3 mois. En fait, c'est aussi un traitement de la douleur et ce traitement de la douleur, on en a besoin avant de les stimuler. Évidemment, la Fivixie, c'est le traitement dans l'atteinte tubaire, qu'elle soit d'ailleurs cette atteinte uni ou bilatérale. Une patiente de plus de 35 ans qui a une atteinte unilatérale et qui a de l'endométriose, on ne va pas lui dire qu'on va lui faire une insémination sur la trompe restante. Je pense que c'est illusoire de lui proposer ça et c'est surtout un risque d'augmenter les grossesses extra-utérines, ce qui du coup n'obtient pas l'enfant en bonne santé à la maison, qui est quand même le but de nos traitements. L'utilisation de l'antiboprophylaxie avant ponction ovarienne, il est maintenant dans les recommandations. Alors, il n'y a pas d'aggravation des symptômes liés aux lésions, à la stimulation dans les lésions d'endométriose. En fait, on nous pose souvent la question: «Mais si vous me stimulez, je vais avoir mal, si vous me stimulez, l'endométriose va évoluer». Bah, a priori, les études ont montré qu'il n'y avait pas tellement d'aggravation, de cette pathologie au cours des stimulations. Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, le recours à la Fivixie dans l'indication d'endométriose profonde permet quand même des taux de grossesse satisfaisants, sans risque important, évidemment en ayant bien géré les endométriomes. Donc, l'association fréquente entre l'endométriose et l'AMP, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire qui est indispensable. Cette réunion, elle est rapidement faite pour quasiment tous les dossiers, pour savoir s'il faut aller vers la chirurgie en premier, après. Est-ce qu'il faut parler de reproduction tout de suite? Est-ce qu'il faut d'abord traiter la douleur? Parce qu'il y a des patientes parfois qui sont tellement algiques et qui n'ont aucun protocole de prise en charge adapté pour leur douleur. Donc, de toute façon, ces patientes-là, on ne pourra pas les stimuler, on ne pourra pas les examiner. Il faut évidemment évaluer le projet de la patiente et ou du couple, savoir s'il y a un désir de grossesse, un désir de parentalité ou s'il y a tout simplement un désir de mettre de côté des ovocytes en attendant que le projet arrive. Donc définir l'indication, c'est parler d'insémination, de Fivixie, de transfert d'embryons congelés, synchronisés ou désynchronisés, et de préservation ovocytaire. La balance bénéfice-risque, c'est pour nous la clé en fait de tout ce qu'on fait. Bien sûr qu'on a envie de se lancer très vite en FIV, on a envie de leur donner tout de suite satisfaction et d'aller vite vers le traitement pour qu'elles obtiennent le plus rapidement possible une grossesse. Sauf qu'en fait, une ponction, c'est pas anodin et il y a quand même des séquelles aussi de nos traitements. Il faut savoir où en est la réserve ovarienne. Le qualitatif, c'est l'âge. Le quantitatif, c'est l'échographie. Ça veut dire le nombre de follicules. Et il faut savoir pouvoir dire à une patiente avant de démarrer quel rendement on espère pour elle. Il ne faut pas donner de chiffres. On n'est pas là pour dire qu'il faut 3 ou 4 ou 5 follicules matures pour aller la ponctionner en fécondation in vitro. Simplement lui dire à partir de quoi, chez vous, on estime qu'on est dans les meilleures conditions et qu'on est dans une balance bénéfice-risque positive pour vous. C'est-à-dire que vous avez plus de bénéfices que de risques, évidemment. Le nombre et la qualité des embryons, ça c'est quelque chose qu'on discute avec les patientes quand on est en FIV, mais on ne peut pas le déterminer avant. On peut parler de nombre, mais de qualité c'est plus compliqué parce qu'il y a quand même le facteur masculin qui intervient dans 50% de la balance. Les taux de grossesse, les taux de naissance, on essaye de leur en parler, même si on essaye d'avoir un discours le plus optimiste possible. La faisabilité de la prise en charge, elle dépend de la réserve ovarienne, on en a parlé tout à l'heure. Donc l'âge, c'est la qualité. La quantité, c'est les dosages sanguins. On a beaucoup, beaucoup parlé de l'AMH parce que ça a été, quand il est sorti, le marqueur le plus prometteur. On revient un peu quand même sur ce marqueur-là, même s'il est assez décisif pour nous dans les protocoles de stimulation et c'est celui qui nous aide à calculer la dose de traitement qu'on va donner. Après, la FSH, la LH, l'ostradiol et la progestérone bien faites dans de bonnes conditions au bon moment du cycle, c'est-à-dire plutôt entre J3 et J5, ça nous donne beaucoup d'informations. L'échographie et le compte de follicules, alors c'est les follicules entre 2 et 6, entre 6 et 10, supérieurs à 10. C'est surtout ceux qui sont inférieurs à 10 qui vont être intéressants. Les échographies maintenant sont faites de plus en plus tard. En fait, au départ, c'était J3, J5 parce qu'on était persuadé que c'était ce nombre-là qui allait tout nous dire. En fait, l'échographie faite à J6, J7, J8, elle est intéressante aussi sur la capacité d'une patiente à ovuler spontanément parce qu'on voit la sélection folliculaire de démarrage. On repère les endométriomes, évidemment, parce que c'est ça qui va quand même aussi nous décider. On recherche les hydrosalpinx, parce que s'il y a un hydrosalpinx, donc une dilatation tubaire unie ou bilatérale, dans la fécondation in vitro, alors dans l'insémination, s'il y a de l'hydrosalpinx, on ne parle plus d'insémination, mais dans la fécondation in vitro aussi, un traitement d'hydrosalpinx lié à l'endométriose va parfois être nécessaire avant d'aller
à l'implantation, parce que ça diminue aussi les chances d'implantation embryonnaire. On recherche des facteurs associés aussi dans l'endométriose et dans cette échographie. Elles n'ont pas que de l'endométriose parfois, elles ont aussi des fibromes, elles ont aussi des malformations utérines. Et ça va nous permettre de savoir si on va mettre 1 ou 2 embryons, par exemple, quand il y a des malformations utérines. Et puis l'accessibilité ovarienne, parce que c'est ça aussi qui va nous décider à finalement mettre en suspens le traitement d'ANP et l'adresser finalement à nouveau au chirurgien. Parce que même si au départ, on n'avait pas pensé au niveau de la douleur ou du délai d'infertilité qu'on parlerait de chirurgie, bah, c'est quand on fait l'échographie et ou l'IRM qu'on se rend compte qu'on va avoir besoin de la chirurgie pour faire parfois ce qu'on appelle la chirurgie de propreté, c'est-à-dire celle qui va nous permettre d'avoir le minimum de risques. Donc évidemment, dans la prise en charge de l'endométriose et de l'AMP, bah, tout le monde a sa place, le chirurgien, le médecin de la reproduction, le biologiste aussi, parce qu'il peut avoir son mot à dire sur la qualité ovocitaire. On a parfois des patientes qui arrivent, nous, dans le centre, qui ont déjà fait des tentatives ailleurs, qui ont déjà une histoire, et donc on va interroger aussi les biologistes pour savoir ce qu'on peut apporter de mieux. La chirurgie avant ou après de stimuler, enfin avant la stimulation, bah, c'est le volumineux endométriome. Celui-là, quand il est au-delà de 3 cm, en tout cas moi c'est la valeur que j'avais retenue, je pense qu'il faut quand même le traiter, l'alcooliser ou en tout cas faciliter l'accès à cet ovaire lors de la ponction en FIV. Évaluer l'atteinte digestive, Jean-Philippe en a parlé, et limiter au maximum les risques de complications. La chirurgie après la préservation, bah, c'est quand on a des patientes qui ont de telles lésions d'endométriose qu'on va aller ponctionner. Si elles sont en couple, on peut congeler les embryons. Si elles ne sont pas en couple et qu'il n'y avait pas de désir de grossesse, on peut congeler les ovocytes et faire un traitement un peu plus radical après de cette endométriose pour pouvoir réimplanter les embryons. C'est par exemple les chirurgies sur les hydrosalpinx qu'on peut faire lorsque les patientes ont un âge un peu avancé. Avoir que des patientes de 35 ans, ce serait un peu l'idéal. En fait, elles ont bien souvent 38, 39 ou 40 aussi aujourd'hui dans la population qu'on traite. Et pour ces patientes-là, on n'a pas vraiment le temps d'attendre qu'on ait opéré, cicatrisé, que ça aille mieux, qu'il y ait moins de douleur. On doit finalement les stimuler, créer les embryons. Alors, un petit schéma sur l'insémination, je pense que vous êtes probablement tous déjà un peu informés sur tout ça. Le taux de naissance, c'est 25-30%. Évidemment, il est variable selon l'âge. Hein. On ne dit pas ça à une patiente de 38 ans. Et d'ailleurs, au-delà de 38 ans, on propose pas vraiment d'insémination parce qu'on sait que la qualité ovocitaire n'est pas suffisante pour promettre à une patiente une grossesse évolutive avec une insémination. Mais c'est vrai que c'est un traitement qui est simple, c'est un traitement qui ne nécessite pas beaucoup de stimulation, c'est un traitement qui est beaucoup utilisé évidemment dans le tiers donneur chez les patientes jeunes. C'est un traitement qu'on va quand même garder pour les ovaires multifolliculaires qui disovulent parce qu'en fait on les stimule et donc souvent c'est bien ça le problème, c'est la disovulation qui empêche la grossesse. Évidemment, perméabilité tubaire, il est écrit au moins unilatéral, mais très honnêtement, je pense que s'il y a beaucoup d'endométriose, en tout cas s'il y a de l'endométriose annoncée, je crois qu'il ne faut pas se lancer dans l'insémination s'il y a une seule trompe perméable parce qu'il y a vraiment un risque d'augmenter les grossesses extra-utérines. Évidemment, il y a quand même des complications. Elles ne sont pas très importantes parce que la stimulation est faible. Il y a quand même un risque de grossesse multiple. Et puis, il y a un risque de torsion parce que si elles ont des kystes ou qu'elles développent des kystes, on peut toujours avoir un risque de torsion, même sur une stimulation de faible intensité. La FIV-XI endométriose, c'est pour l'atteinte tubaire. Dès qu'il y a une atteinte tubaire, moi je pense même unilatérale, il faut aller parler de FIV-XI. Quand il y a un âge de plus de 38 ans, sauf cas exceptionnel de très bonne réserve ovarienne, avec juste dans le dossier une patiente qui ovule pas bien, et on peut peut-être parler d'insémination, mais je pense qu'au-delà de 38 ans, il faut aborder la FIV. Lorsqu'il y a de l'endométriose avant ou après chirurgie, évidemment, la fécondation in vitro a sa place. L'atteinte masculine modérée à sévère, on va parler de FIV aussi. Et le délai d'infertilité du couple de plus de 5 ans, quelle que soit la raison, on va parler de FIV-XI. S'il y a de l'endométriose, un délai d'infertilité de presque 1 an, et qu'en plus il y a une altération masculine, même si les trompes sont perméables, je pense qu'il ne faut pas traîner en insémination, même si pourquoi pas, on peut proposer un AE2-6 si les conditions sont plutôt bonnes. L'antibioprophylaxie est indispensable dès qu'on va approcher un ovaire avec une aiguille de ponction. Le déroulement d'une FIV, évidemment, le choix du traitement, on l'adapte au compte de follicules et à l'AMH, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a plusieurs protocoles. Alors, quand l'endométriose est extrêmement agressive, qu'il y en a beaucoup, qu'on sort d'une chirurgie, on va utiliser les protocoles agonistes et on retrouve ce fameux décapeptyle, soit le long à 3 mg qu'on utilise de moins en moins parce qu'il a un peu plus d'effets secondaires, parce qu'il va beaucoup bloquer l'ovaire, parce que l'ovaire a du mal à repartir après. Donc là, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle, nous, le décapeptyle 0,1. On le commence à J22 avant le cycle et on l'utilise en fait jusqu'à la ponction. On essaye d'utiliser les antagonistes malgré tout chez les bonnes répondeuses, parce que quand elles ont beaucoup de follicules, il y a un risque d'hyperstimulation, et l'hyperstimulation, c'est le risque, la complication la plus importante dans les protocoles d'aide médicale à la procréation, hors complications d'endométriose, bien sûr.
Donc, on a une ponction qui se fait par voie vaginale, et c'est là en fait que les atteintes d'endométriose, surtout donc les postérieures, vont être un gros souci pour nous et une grosse inquiétude pour nous, parce que même si on met de l'antibiotique, on a parfois des complications. Il faut savoir que le monitorage, il est indispensable. On va surveiller pendant le monitorage évidemment la croissance folliculaire, mais on va aussi surveiller les endométrioses et l'endométriome, et on va surtout surveiller la façon dont toute cette inflammation va réagir. Elles ont un blocage ovarien, les patientes, pendant le traitement, donc il y a des douleurs qui sont plus importantes dans le cas de l'endométriose, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'elles ont le plus mal, c'est plutôt post-ponction souvent. On a une quinzaine de jours de traitement. La complication, c'est l'hyperstimulation, c'est l'infection et c'est l'hémorragie, parce que même si on met beaucoup de précautions à ne pas faire d'hyperstimulation, il y a quand même des hyperstimulations qui nous échappent. On a un taux de naissance qui ressemble à peu près à celui de l'insémination, si tant est que l'indication soit bien posée. La préservation ovocytaire pour raison médicale, c'est celle qu'on fait depuis plusieurs années maintenant dans le cadre de l'endométriose. Je vous disais tout à l'heure que c'est de plus en plus facile en fait de parler de préservation. C'était pas facile au début quand on disait à une patiente: vous avez mal, vous êtes venu pour ne plus avoir mal. En fait, moi, je vais d'abord vous stimuler, potentiellement vous opérer pour bien pouvoir vous ponctionner, parce que moi, je vais vous mettre des ovocytes de côté. C'était quand même plus difficile d'aborder tout ça en même temps. Là, aujourd'hui, on a une préservation sociétale qui est autorisée depuis septembre 2021. Les patientes sont assez au courant de ce qui peut se faire. Il faut dire aux patientes qui veulent préserver leurs ovocytes qu'il faut le faire avant 35 ans. Parce que c'est pareil, c'est toujours ce problème de qualité ovocytaire. La préservation sociétale est autorisée jusqu'à 37 ans légalement. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'au-delà de 37 ans, les ovocytes qu'on va garder, ils ne seront pas très intéressants pour pouvoir obtenir une grossesse. On parle de 8 à 12 ovocytes nécessaires pour permettre à une patiente d'avoir un enfant en bonne santé à l'arrivée en utilisant ces ovocytes. 8 à 12, si vous avez une patiente qui a un compte de follicule à 7, ce qui est fréquent, ça veut dire qu'elle a au moins 2 stimulations nécessaires. 2 stimulations sur un gros endométrio ou une endométriose agressive, c'est quand même pas facile à organiser. Donc c'est pour ça qu'il faut, même dans la préservation ovocytaire pour l'endométriose, parfois faire passer la chirurgie avant. Après, les ovocytes, elles font ce qu'elles auront envie, c'est-à-dire que soit elles les utiliseront jamais parce qu'elles feront partie des 30 à 40% de patientes qui auront finalement une grossesse spontanée et qui n'auront pas besoin d'utiliser leurs ovocytes. Elles pourront s'en débarrasser si elles ont fait leur projet parental et qu'elles ne veulent plus les utiliser, elles pourront les donner. En tout cas, la limite d'utilisation des ovocytes aujourd'hui en France, c'est 43 ans pour la prise en charge sécurité sociale, c'est 45 ans hors sécurité sociale et selon les règles de bonne pratique. Et nous ne pouvons plus ponctionner de patientes en FIVIXI ou en préservation ovocytaire. Alors, on n'en fait pas beaucoup de la préservation ovocytaire au-delà de 43 ans, mais la ponction est interdite à partir de 43 ans. Vous ne pouvez plus ponctionner un ovaire à 40 ans. Donc l'âge féminin, c'est la variable incontournable de la décision. Je la mettrais même avant l'endométriose, en fait, parce que je pense qu'on ne va pas réagir pareil lorsqu'elle a 32 et lorsqu'elle a 38. Il faut rechercher les facteurs associés, du coup l'endométriose et les altérations de réserve ovarienne, parce qu'on a des patientes qui ont cette malchance d'avoir en plus les insuffisances ovariennes prématurées familiales. Il faut savoir réagir vite quand on a de l'endométriose, mais il faut savoir aussi les rassurer et leur dire que finalement, elles peuvent faire partie des 30% qui seront enceintes au bout d'un an. Il faut savoir repérer très vite le projet parental, même si vraiment c'est pas facile parfois de leur annoncer tout ça en même temps. Lorsqu'il y a un désir de tiers donneur, il faut en parler si elles ne sont pas au courant, parce que la loi aussi aujourd'hui a bien évolué, et parler de cette préservation médicale. Diagnostiquer l'endométriose, ça ne peut pas, à mon sens, être dissocié du désir de grossesse et du projet parental de patiente. Savoir poser les bonnes indications, ne pas traîner en insémination, ne pas se précipiter sur une FIVIXI et aborder la préservation ovocytaire, même s'il y a un projet parental. Et savoir gérer les risques. Et donc, c'est là qu'intervient la RCP et la place de la chirurgie aussi. Et savoir faire un relais médical. En fait, quand on fait de l'AMP, on a tendance à se dire, mais en fait, après, si la FI ne va pas marcher, c'est pas grave, on ne reprend rien. On attend 2 à 3 cycles en général entre 2 traitements. Ces patientes-là, on peut les remettre sous Dinogest, on peut les remettre sous traitement en attendant de les re-stimuler parce que parfois, elles sont trop algiques pour pouvoir rester sans traitement bloqueur. Merci. Alors, on va remonter un peu pour les cas cliniques. Je crois, il y a des questions déjà, je crois. Oui, il y a 2 questions. Alors, on a une question d'Élodie. Quels sont les risques d'hyperstimulation dans le protocole FIV? Alors, les risques d'hyperstimulation, c'est lorsque donc l'ovaire s'emballe, on a beaucoup d'œstrogènes qui est sécrété. Ces œstrogènes, en fait, ils vont activer des espèces de petites serrures sur les vaisseaux sanguins. Vous avez du liquide qui va sortir et en fait, ça fait de l'acide. Cet acide, du coup, ça fait des douleurs, ça fait des difficultés à respirer lorsque le liquide remonte très très haut sous les coupoles. Et surtout, vous avez
au niveau sanguin, un sang qui va être plus épais et donc il va avoir plus tendance à aller se coincer dans les petits capillaires, donc c'est phlébite, thrombose, embolie pulmonaire. Donc c'est ces risques-là qu'il faut repérer et en général, elles sont parfois hospitalisées, surveillées pendant 24-48 heures. On essaye de ne pas les déclencher avec de l'HCG, c'est-à-dire l'eau vitrelle, et de les déclencher au décapeptyle et de désynchroniser. Je vous ai parlé tout à l'heure des transferts d'embryons congelés désynchronisés. C'est lorsqu'en fait ça s'est complètement emballé, on déclenche au décapeptyle, il n'y a pas de risque d'hyperstimulation parce que ça n'active pas la serrure d'ouverture de la fuite du liquide. Et du coup, vous congelez les embryons et vous pouvez les retransférer, y compris en cycle spontané. On n'est plus obligé de stimuler les patientes aujourd'hui quand on fait des transferts d'embryons congelés. Donc les risques, ils sont surtout liés au risque thromboembolique et il y a aussi le risque lié à la torsion d'ovaire, parce que ça fait des gros ovaires donc ils peuvent se tordre sur eux-mêmes. Alors après, il y a une demande d'une personne tout à l'heure, je pense que c'est Marina, docteur Colombani, vous avez évoqué, je pense que c'est dans le cas de l'endométriose ou une question liée à l'âge. Alors, perdre en capacité ovocitaire et donc je pense que c'était les conséquences soit d'une endométriose, soit de l'âge sur la fertilité. On peut peut-être juste rappeler les deux. Alors, il faut juste rappeler que la qualité ovocitaire, elle diminue dans le temps et on perd en fait en qualité ovocitaire à partir d'une vingtaine d'années et ce jusqu'à la ménopause. Et en fait, il y a une accélération de cette chute et de cette perte de capacité ovocitaire à partir de 35 ans. C'est pour ça que on ne dit pas aux patientes de plus de 35 ans tout est fini, pas du tout. Mais cet âge-là, cette altération de qualité ovocitaire, il va nous faire aller plus vite vers les bilans, vers la chirurgie et vers la prise en charge. Alors, on a une question complémentaire sur la partie hyperstimulation d'Élodie. En termes de pourcentage, c'est plutôt courant. Non, c'est très peu courant parce que ça fait partie du risque, en fait, nous, qu'on va essayer de gérer, enfin, on va essayer d'en avoir le moins possible. Donc non, il y a de moins en moins d'hyperstimulation ovarienne, notamment avec l'utilisation des protocoles antagonistes et le déclenchement par l'eau vitrelle. Et puis, on en parle moins aujourd'hui, mais c'était beaucoup la mode il y a une dizaine d'années. On parlait de mild stimulation. C'était des patientes qu'on stimulait le moins possible. En fait, on regardait le nombre d'ovocytes qu'elles avaient et on se disait, ben voilà, je vais essayer d'avoir le rendement maximum avec le minimum de risque. Le but, c'est pas d'obtenir 30 ovocytes, le but, c'est d'en obtenir entre 8 et 10 de bonne qualité en limitant au maximum ces risques. Donc non, c'est un risque qui est faible, on est à moins de 1% dans le centre. Alors, pour argumenter le topo, on va présenter 3 cas cliniques, on peut en discuter, broder autour. Hein. Donc, c'est 3 cas à peu près assez symptomatiques de nos consultations. Donc, c'est une jeune femme de 26 ans qui a déjà eu une grossesse, une IVG un peu jeune, qui est en couple, qui a une infertilité depuis 2 ans et qui se présente avec des douleurs, avec un gros handicap, des dyspareunies 10 sur 10, un Lounando score à 87%. Le bilan de fertilité du couple qui a été effectué est normal, donc réserve ovarienne, histographie, spermogramme. Et donc, le phénotype d'endométriose qu'on retrouve, c'est une endométriose recto-vaginale de 40 mm isolée, donc qui est responsable des douleurs. Peut-être pas de l'infertilité, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, la question se pose. En tout cas, la problématique, c'est aussi la qualité de vie sexuelle. Donc ça, c'est donc un bilan, on va dire, qu'on peut tout à fait réaliser dans un premier, deuxième recours, hein, c'est-à-dire qu'on fait le bilan, on a demandé tous les examens et on a une présentation donc au staff multidisciplinaire. Donc, quelles sont les solutions pour cette patiente, pour vous et pour la discussion? Est-ce qu'on fait une chirurgie? Non. Est-ce que, si oui, est-ce qu'on la fait en 1, en première position? Est-ce qu'on la fait en 2 s'il y a un échec de PMA? Et la PMA, est-ce qu'on en fera pas du tout chez cette patiente, parce qu'il n'y a pas de nécessité, le bilan est bon, donc il n'y a pas de nécessité de faire une PMA. Est-ce qu'on l'a fait plutôt en première position ou si on l'a fait en deuxième position, si la chirurgie a été menée et qu'il n'y a pas eu de grossesse dans les 6 mois. Donc c'est assez caricatural, mais voilà. Donc après, on peut peut-être vous laisser interagir ou poser vos questions. Alors, dans l'attente des réponses, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait partie des cas où la discussion est quand même la plus large possible avec la patiente, parce que tout est faisable, en fait. Voilà. Après, il y a des recommandations, et puis il y a surtout des résultats centre par centre. Alors, PMA, 6 mois et après chirurgie. Alors après, il y a un cas clinique qui va nous être présenté qui est un peu plus important. Donc, dans le cas de cette patiente, c'est la discussion. Alors, effectivement, cette discussion qui sera discutée au staff, dans notre centre en tout cas, il y a 2 solutions pour la chirurgie. C'est plutôt une chirurgie première, parce qu'il y a le handicap de la douleur.
il y a le nodule isolé, et il y a la probabilité de grossesse spontanée après chirurgie qui est quand même assez élevée. Et également, on va peut-être éviter de faire une PMA première parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a quand même des risques de complications qui risquent ensuite d'être complètement délétères à la prise en charge suivante de la patiente. Donc, on sera plutôt pour la solution 1, je pense que tu es d'accord. Et on peut aussi, la patiente peut le demander, de dire, ben moi, vraiment, ça me fait peur, la chirurgie, je tiens vraiment à faire plutôt une PMA. À ce moment-là, il y a des protocoles qui existent pour diminuer les douleurs, etc. Et on peut, voilà. Par contre, si la patiente est plutôt pour la version PMA première, on va la mettre en garde en lui disant que s'il y a un, voire deux échecs grand maximum de PMA, il faudrait mieux l'opérer parce qu'après, vous savez qu'il y a aussi ce problème de 4 PMA. Voilà, il y a 4 PMA et on ne peut pas aller tellement plus loin. Donc, on se retrouve là aussi, quand le contrôle au rebours de la PMA a commencé, on se retrouve à 26 ans, deux échecs de PMA. Du coup, on fait une chirurgie avec risque de complications parce que la situation est un petit peu plus complexe et donc plus que deux PMA. Donc, ça veut dire qu'on a sérieusement entamé les possibilités thérapeutiques. La problématique de le traitement de l'endométriose et de la fertilité, comme je disais tout à l'heure, c'est un, ne pas nuire et deux, ne pas se fermer les portes parce qu'il y a le coup d'après, quoi. Voilà. La prise en charge initiale, elle est plus ou moins simple, mais il faut aussi se dire, là, ça marche ou ça ne marche pas. À chaque fois, il faut pouvoir donner des solutions. Oui, si, je n'ai pas vu si elle avait des altérations tubaires ou pas, mais si cette Non, patiente est jeune, qu'elle n'a pas d'altération tubaire, qu'elle a un désir de grossesse qui est très présent, et elle peut avoir un désir de grossesse très présent, mais qu'elle a peu de rapport parce qu'elle a une dyspareunie, on peut aussi lui faire une stimulation simple, c'est-à-dire essayer de mieux cibler son ovulation, de mieux cibler ses rapports, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ces patientes qui ont des douleurs, elles ont peu de rapports, et du coup, on peut les aider à essayer d'avoir le bon ovule au bon moment et essayer d'augmenter leur chance de grossesse spontanée, que ce soit la stimulation ou l'étude simple du cycle. On peut aussi juste faire une étude de cycle et dire, voilà, vous ovulez maintenant et il y a un rapport là. Ça peut quand même augmenter les chances de grossesse spontanée versus on fait rien. Alors, le cas clinique numéro 2, donc c'est une patiente de 38 ans. Alors, dans le 1, ce qu'il fallait noter aussi, c'est souvent le fait qu'il y ait une IVG à 19 ans, c'est pas hasard, ça veut dire que la patiente a déjà un potentiel de grossesse spontanée qui est présent, quoi. Ça, c'est très important à l'interrogatoire. Là, on a une patiente de 38 ans, donc qui n'a jamais eu de grossesse, qui a une infertilité depuis un an, qui est en couple, qui a toujours eu des douleurs, qui a un Lugano score à 80%, et pour lequel le bilan de fertilité montre une petite diminution de la réserve ovarienne par rapport à l'âge, évidemment, mais peut-être aussi l'endométriose, avec une AMH à 0,7, un compte des follicules entre de 2 et 3, une hysterographie normale, une spermogramme normale. L'IRM, l'écho, etc., montrent une endométriose profonde rectovaginale de 15 mm qui est non invasive sur le vagin et sur le rectum, un endométrium de 35 mm et une adénomyose superficielle. Là, on remet la possibilité qui nous est offerte sur la chirurgie et la PMA. Donc là aussi, c'est un peu caricatural. On connaît, sans être concerté, je crois qu'on connaît un petit peu la réponse. Mais on va voir s'il y a des... En bas. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc c'est une patiente donc, qui cumule un petit peu l'âge, on en a parlé, supérieur à 35 ans, une réserve ovarienne qui diminue. Alors l'AMH, effectivement, ça gère plus à régler la stimulation, mais c'est quand même une idée de la réserve ovarienne. Là aussi, quelle que soit l'attitude qu'on puisse avoir, il faut quand même penser que il va y avoir un après. Un après, c'est une diminution de l'AMH. Et donc, en fonction de l'échec ou des procédures qui peuvent laisser des séquelles, il y a le lendemain de la fête, quoi. C'est-à-dire soit la PMA, soit la chirurgie. Donc, chez cette patiente, on va plutôt ne pas faire de chirurgie en premier et proposer une PMA. On se retrouve un petit peu dans l'urgence, entre guillemets, de PMA et lui proposer une chirurgie, effectivement, si après deux échecs, et même là, dans ce cas-là, l'endométrium, c'est là où on va laisser un peu décider l'endométrium. Si l'endométrium était à 80 mm, effectivement, après deux échecs, on pouvait imaginer de faire une chirurgie, mais à 35 mm, on va beaucoup discuter, parce qu'on a d'autres solutions. Bon, là, on rentre un peu dans ce qui est un peu plus complexe. On a la ponction, on a la sclérothérapie, donc on vide le kyste et on met de l'alcool à l'intérieur. Et le fait que le nodule soit de 15 mm, on va dire que statistiquement, il y a quand même beaucoup moins de complications à la ponction, quoi. Voilà. Parce que tout à l'heure, je vous parlais on appelle ça souvent les chirurgies de propreté, le terme est pas bien, mais en fait, c'est juste dire pour être au maximum du bon côté de la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire pour aller ponctionner ces patientes, effectivement, leur faire une FIV un peu rapidement, parce qu'à 38 ans, comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a pas trop d'hésitation à avoir.
De toute façon, en plus, c'est des patientes qui sont très inquiètes, donc c'est très difficile de faire autre chose finalement que la Fivixie. En plus, la Fivixie va permettre de vérifier s'il y a bien fécondation ou pas dans le couple, parce que malheureusement, parfois, on a aussi des infertilités inexpliquées en plus de l'endométriose. Donc, je crois que la FIV, il n'y a pas de discussion. Après, si vraiment, sur la première ponction et sur le premier monitorage, l'endométriome nous gêne, l'endométriome grossit, et qu'elle est dans une phase un peu plus inflammatoire, bah, peut-être qu'on va avoir accès à la chirurgie quand même entre la première et la deuxième tentative, parce qu'on sait qu'on va occasionner des risques. Et après, sur ces AMH basses, c'est pas facile de leur dire on va vous opérer, mais quand on va les ponctionner, ces patientes, il faut aller récupérer tout ce qu'elles auront produit, en tout cas le maximum. Et on ne peut pas se dire, bah, de toute façon, il y a un endométriome sur un ovaire, comme elles ont un CFA qui n'est pas très haut, donc j'aurai pas beaucoup de follicules, mais bon, du coup, du côté de l'endométriome, je ne vais pas trop y aller parce que j'ai un risque d'infection. Donc, de temps en temps, même si on a dit PMA en premier, bah, il nous arrive, alors qu'on ne pensait pas à la chirurgie, d'y aller après pour optimiser encore le recueil des ovocytes qu'on peut avoir et limiter le nombre de cycles qu'on va proposer. Le troisième cas, qui est aussi un peu caricatural, donc c'est une patiente qui a 24 ans, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de désir de grossesse, qui est célibataire, mais qui consulte quand même pour de douleurs depuis 2 ans, avec un Lugano score assez élevé. Et dans le bilan de fertilité, on trouve une AMH à 1,9. Donc là, à 24 ans, ben, ça dépend, c'est interprétable, est-ce que c'est bas, est-ce que c'est haut. Voilà, on est un petit peu dans la moyenne. Et à l'échographie, à l'IRM, on retrouve donc des endométriomes de chaque côté, 50 et 45 mm, associés à une endométriose profonde qui est réservée aux ligaments utérosacrés bilatéraux. Donc, cette patiente, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'en occuper parce qu'il y a des douleurs, évidemment, donc on n'a pas forcément tenté le traitement hormonal? Est-ce qu'il faut la repérer d'emblée devant la présence de kystes bilatéraux et d'une endométriose profonde? Et également, c'est une patiente qui est jeune, donc qui a 24 ans, qui se présente avec une atteinte organique des 2 ovaires. Ça pourrait être des kystes dermoïdes, c'est la même chose, hein, finalement. Et une AMH qui est moyenne, qui n'est pas hyper haute non plus, bon, qui est convenable, mais dont on ne connaît pas l'avenir. Donc, pour le chirurgien, ce type de patients sont très embêtantes parce qu'on peut se dire, ben, je vais traiter les kystes, comme ça c'est bien, on va ensuite mettre sous traitement hormonal, etc. La question, c'est ça ne se joue pas là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout à l'abri que cette patiente ait des micro-endométriomes qui sont en quiescence, en fait, et on n'est pas du tout à l'abri d'une récidive ou avoir une récurrence, si on ne veut pas parler de récidive, d'endométrium. C'est-à-dire que, en fait, quelque part, ce sont des patientes qu'on essaie de préserver et qu'il faut essayer de le moins toucher possible. Et en tout cas, c'est des patientes pour lesquelles il faut avoir un discours au départ le plus ouvert possible. Parce que, je vais être franc avec vous, il y a beaucoup de chirurgiens qui sont tentés pour opérer cette patiente pour dire, ben voilà, ça va grossir, ça va vous rendre infertile, etc., etc. Donc, c'est des patientes souvent dont on ne donne pas, alors on va voir après les solutions immédiatement, c'est des patients qu'il faut essayer vraiment de mettre en confiance pour pouvoir au moins les surveiller, de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, est-ce qu'on fait une chirurgie? Non. En 1 ou en 2, s'il y a échec de PMA, on fait plutôt de préservation ovocytaire. Est-ce qu'on fait une préservation ovocytaire chez ces patientes? Jamais. Est-ce qu'on peut le faire en premier? Est-ce qu'on le fait après une chirurgie? Donc, voilà. On en a parlé au staff. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, c'est toute la difficulté, encore une fois, de ces patientes qui arrivent. Et en fait, il faut essayer de voir quel est dans la discussion, et enfin, est-ce que c'est la douleur qui est le motif de consultation? Est-ce que c'est la douleur aujourd'hui qui prend toute la place? Est-ce que c'est cette endométriose qui évolue, qui s'accélère? Et est-ce que c'est ça qu'il faut prendre en charge en premier? Alors, donc, dans ce cas, il faut discuter, pourquoi pas un traitement médical, parce que la patiente, elle n'est pas toujours prête à préserver ses ovocytes au moment où on la voit. Et une AMH à 1,9 à 24 ans, c'est un petit peu diminué, effectivement. Alors, il faudrait mettre en balance le compte de follicules en trop, qui est un peu sous-évalué dans l'endométriose, surtout quand il y a beaucoup d'endométriome, pardon, et on a du mal, en fait, à bien compter les follicules. Donc, du coup, il faut faire un espèce de mixte entre la AMH et le CFA. Il faut faire attention aussi si vos AMH et vos CFA sont faits sous pilule. Ils sont un peu minorés, donc il ne faut parfois pas trop s'effrayer. C'est difficile d'arrêter une contraception ou un geste quand les patientes font des réserves ovariennes, mais du coup,
on se retrouve avec moins 30% de taux, donc essayer de les rassurer. Donc soit on les traite médicalement en attendant qu'elles réfléchissent à la préservation, soit c'est la douleur en premier qui la motive, et dans ce cas, je pense que soit le traitement médical, soit la chirurgie, mais elle ne venait pas pour de la préservation. Mais effectivement, dans la discussion, il faut parler de préservation à cette patiente. Après, elle a 24 ans, elle n'a peut-être pas un désir de grossesse aujourd'hui, mais parfois, le fait de discuter de tout ça et de mettre en place tous ces questionnements, c'est des patients qui, des fois, au bout de 6 mois, disent, finalement, je n'avais pas pensé, mais au final, pourquoi pas, et on va peut-être se lancer dans l'aventure de la grossesse. Voilà, donc après, la question, ça va être la faisabilité. Et il y a une notion qui est compliquée d'admettre dans les milieux un peu spécialisés, mais c'est qu'on peut aussi faire des chirurgies, entre guillemets, palliatives. J'aime pas trop ce mot, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à traiter forcément l'endométrium, on peut simplement le vider. Voilà, soit la sclérothérapie ou le vider tout simplement, et mettre en place un traitement médical qui va calmer les choses et pour lequel on va permettre à la préservation ovocytaire de fonctionner. Donc ça, c'est après, c'est vrai que ce sont des discussions vraiment très spécifiques, non pas qu'elles soient complexes et non compris par tout le monde, c'est juste qu'il y a tellement de possibilités et surtout tellement d'occasions de nuire à la patiente qu'il faut vraiment faire très attention. Donc, le rôle du centre de premier recours, le rôle des sages-femmes chez ce type de patiente, c'est d'avoir la connaissance de tout ce qu'il est capable de faire pour avant tout les rassurer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça va leur permettre vraiment de discuter avec vous, d'avoir les priorités, de se lâcher un petit peu sur la douleur. Parce que souvent, en fait, nous, après, les patientes n'ont pas la culture de l'annonce de la douleur, parce qu'en général, elles en parlent une fois, mais comme on leur dit que c'est normal, que c'est pas bien grave, etc., elles n'en reparlent plus, en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, effectivement, le rôle, c'est d'éducation thérapeutique, de vraiment noter tout ce qui se passe, d'avoir des échos et des IRM dans des bons centres, de faire le bon bilan dès le départ, et ensuite de pouvoir orienter. Et ensuite, dans le suivi, parce qu'il n'y a pas que le dépistage, c'est de récupérer ces patientes, et comme disait le docteur Colmani tout à l'heure, par rapport aux traitements médicaux, post-PMA, inter-PMA, post-chirurgie, etc., etc. Il y a une vraie utilité à suivre le traitement médical hormonal. Le traitement médical hormonal, il a mauvaise presse de la part des patients de plus en plus. Peut-être que le traitement hormonal, les molécules sont effectivement ennuyeuses, il faut le reconnaître, mais je pense aussi que c'est le défaut d'éducation thérapeutique par rapport à ce que ça peut apporter, du fait que les traitements hormonaux peuvent être ennuyeux pendant 2-3 mois, puis après s'estomper, et c'est un gros effort à faire. C'est vrai que c'est un outil qu'on est en train de développer chez Luna, c'est l'éducation thérapeutique par rapport au traitement et le suivi des traitements, ça ne va pas tarder à sortir, et où les patients pourront rentrer leur traitement, scanner la boîte, scanner l'ordonnance, ça va rentrer leur traitement, leur rappeler, et surtout les aider et les coacher pour pouvoir continuer. Voilà. Après, bien sûr, un traitement hormonal, on sait très bien qu'il peut y avoir des effets secondaires qui sont redoutables, mais il y a une grande partie des patientes qui peuvent, avec passer un petit peu de temps sur l'information, peuvent les continuer, quoi. Donc, ce dernier cas, il est vraiment un peu compliqué, effectivement, mais c'est pas rare pourquoi? Parce que de plus en plus de personnels de professionnels de santé sont sensibilisés à l'endométriose, donc reconnaissent plus tôt. Il y a l'application qui reconnaît un petit peu plus tôt, on fait des examens plus tôt, donc des fois on se retrouve dans des situations qui étaient un peu inconnues auparavant et à gérer. C'est vrai qu'une patiente voilà, qui a ce type de patient à 24 ans et que 2 endométriomes, on ne s'en occupe pas, etc., peut tout à fait se trouver à 30 ans avec une AMH à 0,2 et une évolution majeure de l'endométriose. Et à ce moment-là, AMH 0,2 à 30 ans, des fois, on nous dit il n'y a plus que la chirurgie parce que la PMA ne fera pas mieux que la grossesse spontanée, quoi. Donc, effectivement, détecter plus tôt, c'est bien et c'est mieux, mais ça nous met aussi en position de découvrir des situations qui sont un petit peu plus complexes à gérer. Et ça, on va dire, c'est vrai que le recours, on en a discuté sur la formation sur l'algologie, c'est compliqué, il y a plein de choses, mais il y a très peu d'algologues. Donc ça, c'est sûr que c'est compliqué. Mais quand on commence à parler chirurgie, PMA, il faut peut-être vraiment les inclure dans le parcours de soins. Donc il y a le TENS, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, le diagnostic peut être prescrit par un médecin généraliste, oui. Il ne peut pas être prescrit par les sages-femmes, mais par un médecin généraliste, oui. Malheureusement, le diagnostic, ça tourne un petit peu. Il risque de souffrir de l'effet classe, donc de la NSM. Comme il y a des problèmes de méningiome avec les progestérones, ça tourne un petit peu. Donc, on a envoyé les sociétés servantes, on a envoyé un petit courrier au ministère
pour dire qu'il fallait faire un peu attention parce qu'on n'a pas beaucoup de médicaments qui marchent. Le Dienogest fait partie des médicaments qui marchent bien. Si on nous enlève ça de l'arsenal thérapeutique, ça va être très compliqué. Et effectivement, le Dienogest, ça marche bien. Il faut que vous sachiez une chose qui est quand même assez hallucinante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de projets d'intelligence artificielle sur l'endométriose, mais aujourd'hui, l'anatomopathologie, l'histologie, quand on enlève de l'endométriose en chirurgie, on nous dit c'est l'endométriose ou c'est pas l'endométriose. On ne nous dit pas s'il y a des récepteurs hormonaux, si l'endométriose est active, etc. Et le problème de l'endométrium, c'est exactement ça. 40% des endométrioses sont en fait inactifs, ce sont juste des poches de sang. Donc, effectivement, aller retirer un endométrium sur un endométrium inactif qu'on ne connaît pas, en fait, c'est être vraiment délétère. Enlever un endométrium qui est très actif, c'est bien, mais ça, vous ne le savez pas avant, en fait. Et on ne le saura pas après parce qu'on n'a pas non plus la codification qui permet aux anapathes de bien coder ça et de connaître. Donc aujourd'hui, quand on fait de la chirurgie sur un endométrium ou juste des biopsies, on ne sait pas s'il est actif ou pas, ce qui peut être hyper important pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous allez voir des comptes rendus de staff, etc., ça tâtonne un peu. Ça tâtonne parce que des fois, on n'a pas non plus la science infuse sur le déroulé. C'est comme nous en stimulation, que ce soit pour une préparation ou une FIV, quand on décide de prendre en charge une patiente, effectivement, elle est algique, mais elle a le traitement adapté parce qu'elle a eu sa prise en charge. On la stimule, il y a des patients qui ne vont pas avoir mal du tout. Il y en a pour qui faire une échographie, ça va être un enfer. Donc ça peut aussi nous donner un changement d'attitude après la première tentative en disant on n'avait pas évalué autant cette douleur-là et il va falloir revenir un peu en arrière pour savoir comment est-ce qu'on va vous aider, vous traiter. C'est pareil quand vous avez une complication post-ponction alors qu'elle n'était pas prévue, enfin il n'y a jamais de complications prévues, mais qu'en tout cas on n'avait pas vraiment anticipé celle-ci, c'est pareil, vous allez peut-être aller plus rapidement à la chirurgie, là où vous pensiez y aller après 2 échecs, vous allez y retourner après un échec. Donc c'est difficile quand on a une patiente, nous, en consultation, de lui dire, voilà, ça va se passer comme ça, on va d'abord faire ça, puis si ça ne marche pas, on va aller là, puis ça va pas. L'arbre décisionnel, encore une fois, il est vraiment difficile à poser et il est en fait réadapté à chaque fois. Alors pour l'anapathe, c'est plutôt une question de nomenclature parce qu'on peut, c'est possible de faire de l'immunohistochimie, de voir les récepteurs, etc. Mais malheureusement, c'est des examens qui sont longs, coûteux. Et aujourd'hui, on n'a pas, à part la recherche clinique avancée, mais aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de connaître ça. Ce qui met en défaut beaucoup de systèmes de détection de l'endométriose, je pense surtout aux biomarqueurs qui nous promettent monts et merveilles. Mais en fait, les biomarqueurs, comme un biomarqueur dans le cancer du sein, c'est très facile à faire. C'est pas facile à faire, mais on va mettre un lien parce qu'on a une anapathe. Quand on opère un cancer du sein, on a 2 pages d'anapathe, à peu près. C'est incroyable. Il n'y avait pas juste marqué cancer du sein, il y a tous les détails de la tumeur. Et donc, du coup, on peut développer des biomarqueurs qui détectent, qui vont savoir est-ce que c'est un cancer du sein qui va être agressif ou pas. Aujourd'hui, en endométriose, on ne l'a pas. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et tous les biomarqueurs qu'on va essayer de vous vendre, et aujourd'hui, il y en a beaucoup maintenant qui vont sortir, de tous les liquides possibles, en fait, c'est quand même un peu mis en défaut parce qu'in fine, on ne connaît pas l'avenir des patientes, si ça correspond vraiment à ça et si ça correspond à une anapathe particulière. L'endométriose reste une maladie de symptômes, ce n'est pas une maladie organique. C'est une maladie organique, évidemment, quand tu as un endométrium, etc. Mais on nous perd les patients comme symptômes. Une patiente qui n'a pas de douleur d'infertilité, on ne va pas la traiter. On va t'expliquer, etc. Une patiente qui a un cancer du sein, on va la traiter, chirurgicalement, chimio, radio, ce que vous voulez, mais on va la traiter parce qu'il y a vraiment un problème pour son avenir. Il y a des endométrioses qui sont stables. Tout dépend de leur anapathe, mais aujourd'hui, on n'a pas cette notion-là. Donc, ça, c'est tout à fait palpable dans toutes les décisions qu'on essaie de prendre avec les patientes. Voilà. On ne peut pas donner vraiment l'avenir de ce qui va se passer. Et y compris, parce qu'il faut aussi partir. On a essayé de rester positif. Il y a du vrai coaching en AMP, en chirurgie en fertilité. Il y a aussi des cas qui sont exceptionnels. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que des patients qui avaient eu 4 échecs d'AMP et qui avaient des faibles réserves ovariennes, qui avaient une opération et qui tombaient enceintes. Bon, alors, ce n'est pas la majorité, mais ça peut monter dans les séries jusqu'à 20 à 30%. L'échec d'AMP n'inclut pas l'infertilité, donc n'inclut pas de stérilité. Voilà, donc en fait, quelque part, le problème, peut-être qu'on peut conclure sur ça, détecter tôt, c'est bien, mais dans le terme de la fertilité et de l'endométriose, c'est aussi à chaque fois se poser la question, est-ce qu'on ne fait pas perdre trop de temps aux patientes parce qu'il y a l'épuisement du couple, l'épuisement personnel et l'épuisement du couple. On connaît beaucoup de patientes qui sont séparées parce que c'est long, parce que c'est douloureux, parce qu'à chaque fois, on rajoute. Et si chaque professionnel de santé regarde midi à sa porte,
En fait, le chirurgien voit que la chirurgie, l'AMP voit que l'AMP, la douleur que la douleur, etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte finalement quand la patiente étale sa vie sur la timeline, qui va aussi exister dans Luna. Et là, on voit bien en fait le déroulé des choses. Et dans la dernière étude Ipsos, il faut 7 ans pour diagnostiquer une endométriose. Il faut aussi 2 ans pour que la patiente puisse obtenir le bon traitement. C'est énorme, 2 ans. Ça veut dire qu'en fait, chacun voit midi à sa porte. Aucune responsabilité sur les uns les autres, j'en fais partie. Mais effectivement, il faut poser ça sur la table et discuter avec le couple parce que la notion de fertilité, c'est pas je suis malade, c'est que je veux un enfant. C'est pas la même chose de retirer la maladie et d'avoir un désir d'enfant, d'autant plus que c'est pas un désir d'une voiture, c'est un désir viscéral, quoi. Donc un désir d'accomplissement, un désir de tout ce que vous voulez, mais là on sort de la médecine. Mais il faut le faire à deux en général. Bon, il y a d'autres solutions maintenant, ça aussi. On peut en parler, ça vient au milieu. Enfin, bon, c'est des consultations qui peuvent être très, très particulières, déroutantes, parce que l'algorithme là de prise en charge PMA, il est énorme. Il ne fonctionne plus pareil. Mais après, voilà, il faut surtout leur dire, même si, en tout cas, je crois qu'il faut toujours leur apprendre à faire une lecture positive de leur situation. C'est parfois le plus difficile. C'est-à-dire qu'elles arrivent avec tout ce négatif, avec tout ce qui ne va pas. Et en fait, il faut essayer, malgré tout, au milieu de la consultation, de leur dire ça va, ça va. Regardez, vous avez, pour le coup, moins de 35 ans et c'est quand même ça qui fait le plus de taux de grossesse. Le désir de grossesse, il n'y a pas de stérilité, donc il y a quand même des chances de grossesse spontanée. On va juste essayer de vous ramener un peu plus vite à la moyenne des 25%. Mais effectivement, essayer de les faire sortir de la consultation avec des solutions, mais un peu plus de lecture positive de leur dossier parce que c'est parfois très difficile. Oui, il y a vraiment une asepsie verbale autour des patientes qui est redoutable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asepsie verbale. Toujours, tout le monde a plus ou moins une expérience de chirurgie qui s'est mal passée, de PMA qui s'est mal passée, de femmes qui sont devenues stériles, etc., qui fait que les patientes arrivent avec un passé de temps, un passé qualitatif et autour. C'est pour ça que le rôle du premier recours, pour moi, il est déterminant parce que c'est l'occasion de connaître un petit peu d'abord le diagnostic, mais également de rassurer sur les potentialités qui sont énormes aujourd'hui. Et de se dire, attention, il y a des choses qui vont pas bien, mais il y a d'autres choses qui vont bien, et qu'ensuite, on ne peut pas déterminer quelle est la valeur. Est-ce que c'est l'adénomiose qui va l'emporter? Des fois, c'est notre problème. Des fois, c'est l'endométrium. Et des fois, les problèmes, ils arrivent comme souvent là où on ne les attend pas. Mais aussi, on a aussi beaucoup de taux de grossesse et de grossesse qui vont à terme. Et pour les sages-femmes qui sont présentes, pour terminer, puisqu'on part sur un point positif, la patiente est enceinte. Là, il faut aussi considérer une surveillance particulière. Il y a un taux de fausse couche qui est quand même plus élevé, notamment dans l'adénomiose, donc couverture plus ou moins par progestérone. Mais ça, après, c'est les consignes qu'on peut donner en sortie de PMA ou de chirurgie. Quand les patientes ont été opérées de chirurgie d'endométriose un peu importante, rectale, avec des choses comme ça, vessie, effectivement, il vaut mieux qu'elles soient suivies dans des centres qui sont un petit peu habitués ou des niveaux 3, entre guillemets. En tout cas, d'avoir une surveillance qui soit vraiment de cataloguer un petit peu la grossesse suivant l'âge de la patiente, etc. Parce qu'il peut y avoir des complications obstétricales. D'ailleurs, souvent, les patientes qui viennent nous voir pour adénomiose symptomatique, les patientes ont eu des enfants, etc. Quand vous les interrogez bien, en fait, les patientes ont souvent eu des pathologies pendant la grossesse. Soit des hémorragies, des menaces d'accouchement prématuré. Donc, il y a une vraie interrelation entre l'endométriose et le parcours de grossesse. Et souvent, les patientes qui ont eu de l'adénomiose à 40-45 ans marquées, qui bénéficient d'une hystérectomie, en fait, on regarde, elles ont eu des grossesses à l'âge de 24-25 ans, pas à 38. C'est en fait le facteur d'âge qui était le plus important, qui leur ont permis d'avoir une grossesse, parce que les facteurs ovocitaires, la qualité ovocitaire, la qualité embryonnaire, etc., étaient supérieurs à la problématique de l'adénomiose. Donc, c'est vraiment une question d'épidémiologie, des choses très intéressantes qu'on vous pousse. Alors, dans le Luna Endoscore, on pousse les choses assez loin, mais c'est vrai que pour vous, c'est important d'avoir ça parce que ça va vous permettre vraiment de voir un petit peu ce qu'on appelle les personas, ce qui va se dégager des patients d'endométriose. Chaque patiente a une endométriose particulière, mais par contre, on peut quand même un peu les regrouper en classes d'endométriose. Et dans la fertilité, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Et ça, c'est l'expérience. Il faut essayer de pas les cataloguer, mais leur dire, voilà, vous êtes plutôt dans ce groupe-là, plutôt dans ce groupe-là, et on va plutôt aller vite. Et puis à un moment donné, sentir que si nous, on va trop vite, parce qu'on a parfois, nous, tendance à aller vite de préservation, de FIV, d'ICSI, d'aller
parfois un peu plus vite qu'elles, savoir aussi un peu ralentir. Moi, j'ai des patientes à qui je dis: «Bah, voilà, c'est bon, la FIV est prête, c'est bon, on va y aller». Elles me disent: «Non mais en fait, non, je l'avais pas vu du tout comme ça. Je vais reprendre la pilule 3 mois et je reviens en septembre». Et je pense que de temps en temps, on a tellement la majorité veulent aller vite, la majorité attendent du résultat, et je pense que parfois, nous aussi, on est un peu embarqués là-dedans et savoir de temps en temps se reposer la question de où est-ce qu'elles en sont et comment est-ce qu'elles vivent tout ça et est-ce que finalement, la première FIV s'est bien passée, elle est prête à recommencer. On a plus tendance à leur dire qu'il faut freiner, mais je crois qu'il faut toujours se reposer la question de à quelle vitesse je vais moi et à quelle vitesse elle va elle. Voilà, ce sera le mot de la fin, je pense. On vous remercie d'avoir participé et il y a le replay. Et puis, on vous tiendra au courant des évolutions. Voilà. Donc, voilà, avec ces quelques outils, j'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer et voir la fertilité un petit peu autrement dans l'endométriose. À bientôt. Merci. Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence, parce que le diagnostic est complexe, tardif et difficile à comprendre, parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu, parce que c'est aussi une maladie de couple. EndoFrance a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie. Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles. Première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018, nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, EndoFrance a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milot œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'EndoFrance, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir.